Camarades, vie magique et fillettes révolutionnaires, il est temps d'ouvrir les yeux. La révolution prolétarienne est à portée de main. Elle l'a toujours été. Avec la sortie très proche de Mado 4, j'avais envie de revisiter la série. Et je me suis rendu compte d'une chose. Derrière ces aspects de contes de fées, et encore plus derrière ces surprises d'horreur existentielle, l'anime Madoka Magica cache en réalité le spectre qui hante l'Europe. Madoka Magica est un animé qui a fortement marqué le début des années 2010. Son approche visuelle, dans la continuité du studio Shaft, était le principal argument marketing de la série, avant que celle-ci ne dévoile ses véritables couleurs. Dès les premières secondes, nous avons un rapport à la pellicule et aux techniques d'animation variées, un cadre en cinémascope et un gigantisme oppressant. Les rideaux s'ouvrent, pour ce qui s'apparente être une pièce vue depuis les gradins, du cinéma, du théâtre, des incrustations photos. En clair, l'équipe réunie par Akiyuki Shinbo voulait se démarquer de juste faire des gros yeux manga, et ça a fait mouche. Le reste de l'épisode mêle des chara-design classiques du genre du Magical Girl, et les inclut dans des décors à l'architecture absurde et contemporaine. Mais c'est au dernier quart du premier épisode que nos héroïnes se font emporter dans le labyrinthe d'une sorcière. Une sorte d'espace altéré contenu d'esprits maléfiques qui transforme l'environnement à tel point que le style artistique change. Et se change en style de Gekidan Inukuri. Gekidan Inukuri est la réunion de deux artistes, Dolo Inu, un illustrateur qui a travaillé sur Maria Holic et Nisekoi, et Nishiro Inu, ayant anciennement travaillé chez Gainax. On reconnaît la patte Inukuri dans des séquences de Gurren Lagann comme le flashback de Nia par exemple. On les retrouve aussi sur Usagi Drop, Sayonara Zetsubo Sensei et même des pochettes d'albums. Leur démarche consiste à utiliser les techniques de papier découpé afin de construire des espaces miniatures. L'effet est saisissant, un mélange féerique de mignon et de démoniaque, qui plonge facilement dans le surréalisme cauchemardesque tout droit sorti de l'imagination d'un enfant qui aurait beaucoup, mais alors beaucoup de problèmes. On pourrait alors se demander, pourquoi ça ressemble à ça ? Leurs inspirations sont claires, des courts-métrages, en volume ou en cut-out, complètement surréalistes, du conte de fées, du froid, des chapeaux gris, des fermetures éclairs. Reconstruisez-moi ce mur, mes deux Allemagnes, les logements sociaux et le maréchal Tito, on retourne à la belle époque du bloc socialiste. Gekidan Inukuri ne cache pas leur attrait pour le cinéma d'animation socialiste, soviétique et tchécoslovaque plus particulièrement. Le nom qui revient le plus, c'est Yuri Norstein, avec ses techniques avancées sur le cut-out et ses ambiances fantasmagoriques sur les profondeurs de champ qu'on peut retrouver dans le hérissant dans le brouillard. Le style d'Inukuri se confond avec un de ses autres courts-métrages, La bataille de Kerzenet, qui anime des enluminures dans une fantaisie de couleurs criardes. La mise en scène est épique. Elle joue sur la répétition et la géométrie des soldats pour donner un effet de grand bordel organisé. Des techniques qu'on retrouve à l'identique dans Rebellion, qui s'est adapté un style d'animation à ce qu'elle n'a pas l'habitude de mettre à l'image, de l'action et en grande pompe. Les interviews citent aussi les animations en volume de Jiří Strinka pour les espaces miniatures féeriques, celle de Jan Weckmeyer qui dans son adaptation d'Alice de l'autre côté du miroir emporte un humain dans un de ces espaces miniatures, qui rappellent beaucoup ceux de Madoka. On se transporte dans un monde fantastique mais terrifiant dans lequel on perd tous nos repères. Alice a même été adaptée en mix cutout 2D en URSS quelques années auparavant, avec une technique et un panel de couleurs très proches des teintes de Gekidan Inukuri. Bref, l'imaginaire de Gekidan Inukuri transpire celui des ex-états socialistes. Et pour avoir un début de réponse sur pourquoi ça ressemble à ça, il faut commencer par comprendre ses origines et ses influences. L'histoire, normalement, vous la connaissez. Les bolcheviks derrière Lénine font la révolution, car en 1917, sous les neiges et les tempêtes, ils sauvèrent les soviets. La terre, oui, le pain peut-être, mais la paix, encore moins sûre. C'est un bordel sans nom, il y a des assassinats de partout, tout le monde se traite de petits bourgeois sosdem révisionnistes, ascendance impérialiste, il y a le droit des femmes, la sécu, la police secrète, les gens apprennent à lire, bref, c'est la naissance de l'URSS. À l'avènement de l'espoir communiste pour l'humanité, les cinéastes révolutionnaires révolutionnent aussi le cinéma. Le cinéma soviétique sous Lénine et les premières années sous Staline, les années 20 au début des années 30, marquent un tournant pour le format, ayant expérimenté des techniques de montage jamais vues. Le cinéma, à l'instar du léninisme, fait dans l'avant-garde et influence les cinéastes du monde entier.
Parmi eux, Eisenstein, Kuleshov ou Vertov. Mais pas que. Les débuts du cinéma soviétique tentent aussi des productions de science-fiction, de récits historiques, et ont donné plein de chefs-d'œuvre cités à foison autant dans les cahiers du cinéma que dans des scènes de vos écrans reprises telles quelles par De Palma. Bien sûr, la volonté d'un parti d'avant-garde est d'éduquer les masses à travers une propagande facilement compréhensible et populaire. Il faut rappeler qu'avant la révolution d'octobre, la majorité de la population russe était encore illettrée, ce qui devait sans doute y jouer un rôle. Et avant que ça ne dégénère encore plus, il ne faut pas être caricatural. Beaucoup de ce qui se dit sur le bloc de l'Est est toujours filtré par 50 ans de propagande de guerre froide, où deux blocs se livraient une bataille médiatique où chacun mentait sur l'autre et sur eux-mêmes pour se mettre en valeur. L'Union soviétique, ce n'est pas que les goulags et la famine de 32-33 tout le temps, c'était très différent selon les périodes, le contexte et les doctrines. À partir des années 30, Staline et sa clique consolident leur emprise du pouvoir. Procès truqués, purge et censure. L'avant-gardisme disparaît peu à peu pour des histoires plus directes et simplistes, s'intéressant principalement à l'aspect éducatif et propagandiste du cinéma. À la mort de Staline en 53, son successeur Khrouchtchev, dans un tour de force politique, enclenche le dégel. Un speech en 56 visant à se séparer de l'héritage stalinien, avec un zeste d'opportunisme cynique, se lavant les mains de la responsabilité de l'ensemble du corps de l'État. Les années Khrouchtchev marquent tout de même un tournant dans la production audiovisuelle, notamment des dessins animés. Bon, c'est toujours une dictature, avec un État qui supervise et censure, mais c'est moins pire que les 20 dernières années. Les adaptations de contes traditionnels explosent, avec des productions comme ceux de la Soyuz Mosfilm, que j'ai probablement très mal prononcé. C'est aussi à partir de cette période, entre l'ère Khrouchtchev et celle de Gorbatchev, en passant par Brejnev, qui nous intéresse. Car c'est là qu'on retrouve deux caractéristiques qu'on retrouve chez Madoka et Gekidan Inukuri, le surréalisme et le langage ésopien. Ésope était un conteur esclave grec qui utilisait des allégories et des personnages animaux pour outrepasser la réprimande des autorités. Selon Yulo Pikov dans Anti-Animation Textures of Eastern European Animated Film, le langage ésopien prend une part importante de la culture soviétique et la définit comme ceci. Le langage ésopien emploie une méthode de communication qui transmet des informations indirectement plutôt que directement. Une des différences entre l'allégorie et le langage ésopien, c'est la présence d'un censeur. Déchiffrer le langage ésopien n'engage pas seulement le lecteur, mais aussi le censeur. À la base développé sous la répression tsariste, le langage ésopien a proliféré autant par habitude qu'en réponse à la répression de l'État soviétique, où les artistes s'auto-censuraient dans leur langage. Bien que pas toujours volontaires, les conditions du bloc de l'Est poussaient à chercher trouver des doubles discours partout parce qu'ils étaient tout simplement populaires. Selon Olga Klimova, la tradition ésopienne s'accompagne aussi d'un ton cynique et ironique et se renforce dans des périodes de stagnation sociale où les masses prennent le temps d'étudier leur propre culture. Un exemple de ce type de langage peut se trouver massivement durant les années Brejnev, qui marquent une stagnation du quotidien soviétique, dans des films comme ce même Munchausen, une comédie très populaire qui adapte le personnage du baron excentrique. Cet officier prussien du 18e, qui raconte ses aventures et ses exploits impossibles, voire complètement hors sol, qui font sa réputation de menteur et de héros tellement fantastique que tous ses mensonges deviennent réalité, faisant de lui un affabulateur qui ne ment jamais. Et je vous jure, c'est Usopp et Norland dans One Piece, il faut que je revienne dessus une prochaine fois pour élaborer. Dans le film soviétique, le baron est un personnage marginal, vu comme un fou par le reste du village. Le mec a des dédicaces de Sophocle, a découvert l'existence d'un 32e jour du mois de mai, fait cuire des canards en les faisant tomber du ciel jusqu'à sa cheminée. Tous ces dialogues sont lunaires et à mourir de rire. Et le village tout entier en a trop marre de ces conneries. Le film se focalise sur un mariage forcé, les mensonges des mœurs de sa société, et un procès où le baron doit concéder et admettre qu'il est un menteur contre son gré, alors que son absurde vision du monde font de lui un personnage des plus honnêtes. Ici, le langage ésopien se retrouve sur la condition marginale du baron, seul rêveur dans un monde morne qui refuse de le comprendre. Un paria qui, après sa mort, est érigé en martyr par la société qui l'a rejeté. Et même si sa nature subversive est évidente, elle reste assez floue pour coller au narratif communiste. Le film, après tout, se déroule dans l'Allemagne du 18e. On peut voir en Munchausen une figure révolutionnaire comme Marx, Lénine ou plus particulièrement Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg, des militants communistes allemands assassinés par le SPD, un parti qui existe toujours et instrumentalise leur mémoire en faisant des martyrs. Mais Munchausen, c'est aussi un artiste, un maoïste, un trotskiste, un anti-révisionniste, bref, un citoyen gauchiste ou droitardé aliéné qui dévie de la ligne parfaite de l'URSS sous Brejnev. Un sentiment d'aliénation qu'on retrouve dans des films comme Possession, dont le réalisateur venait aussi de derrière le rideau de fer. Bien que Munchausen fait passer son double discours par l'absurde, le cinéma d'animation socialiste a un genre favori pour se lâcher complètement, le surréalisme.
André Breton définit le mouvement dans le manifeste du surréalisme, automatisme psychique pur par lequel on propose d'exprimer soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée. Trouvant ses origines dans le dada, le surréalisme, c'est un peu le shitpost originel. C'est traduire Jung et Freud en objet écrit ou visuel qui ne répond à rien et balance des éléments hors contexte imprévisibles pour mettre à l'image une pensée, peu importe si les éléments ne s'assemblent pas entre eux. Dans le contexte soviétique post-stalinien, l'État voulait à tout prix mettre à l'avant ses propres mouvements artistiques nationaux. Réalisme et brutalisme. Le surréalisme et le psychédélisme existaient quand même, mais sur une scène plus marginale. Globalement, le surréalisme ne raconte pas toujours quelque chose. Il ne raconte rien d'autre qu'une pensée de son auteur. Après, il y a différentes formes de surréalisme, et ce qu'il faut en retenir, c'est qu'il s'agit avant tout d'une méthode d'expression. Cependant, dans un contexte où la norme c'est justement le réalisme sans le sur, c'est qu'il faut l'avouer, c'est que tu cherches un peu la merde quand même. L'exemple le plus connu en Occident, c'est Glass Harmonica, connu entre autres pour avoir été banni en URSS. On y retrouve une expression tout à fait surréaliste avec un langage ésopien. Le film raconte comment un diable chapeau melon avec sa pièce d'or vient gâcher le fun de tout le monde avec sa musique de merde, et empêche quiconque de jouer ce qu'ils veulent, donc ils finissent par devenir une fanfare de monstres. Ou un autre court-métrage tchèque, lui aussi interdit, La main de Jiří Trnka, où une main vient remodeler la sculpture d'un potier contre son gré jusqu'à ce que mort s'en suive. Bref, des histoires où les censeurs se sont sentis visés pour une raison qui m'échappe. Mais quand on regarde l'animation soviétique dans son ensemble, on se rend compte qu'ils avaient leur propre diversité de styles. La plupart sont bizarres, souvent avec des techniques similaires, et qui ne suivent aucune mode, aucun modèle ou cahier des charges. On se rapproche même plus parfois de la peinture que du dessin animé. Et même Andrei Kranovski, le réalisateur de Glass Harmonica, n'a pas disparu après ce film. Sa carrière a continué et il avait le même style graphique à l'approche plastique, satiriste et surréaliste dans son court-métrage précédent Kozliavine. Qui me tabasse de rire. C'est un employé, son boss lui donne une direction en lui demandant de prévenir un gars, et l'employé va partout et nulle part à la recherche du gus qu'il doit prévenir. Et il y va tout droit, sans se rendre compte qu'il traverse le putain d'espace-temps. Dans un sens, les histoires restent aussi simples à comprendre que dans les années staliniennes. C'est surtout dans la forme qu'ils sont le plus uniques. Et le langage qu'ils adoptent est un style d'expression comme un autre. Et perso, je le trouve assez similaire à ce qu'on peut trouver de meilleur dans l'animation française. Astérix, Du Roi et l'Oiseau, ou La Planète Sauvage. Techniquement un film d'animation tchécoslovaque surréaliste qui peut s'inscrire dans les références de Gekidan Inukuri. Ce qu'on remarque, c'est que l'expérimentation plastique était tout sauf criminalisée. Est-ce qu'un court-métrage pop-art comme Shooting Range est contre-révolutionnaire? Que les pattes def de Janos Vitesse rappellent trop Yellow Submarine pour le KGB? Est-ce que le système n'a pas permis à ces artistes à avoir les conditions matérielles de raconter plein de choses et n'importe comment? De traduire une pensée pure, peu importe la manière, mais filtrée sur certains excès. Est-ce à ça que le champ de l'animation ressemble lorsqu'on ne doit pas obéir à une concurrence déloyale avec des manias de l'industrie? Quand un film n'est pas modelé en fonction des attentes du box-office, quand les producteurs n'ont pas le dernier mot sur ce qui plaît aux amateurs d'animation. Et vous n'allez peut-être pas le croire, mais il existe une interview où George Lucas, le mec de Star Wars, pas le George Lucas philosophe communiste hongrois, se lamente de ne pas être un cinéaste soviétique. Back when Russia was the Union of Soviet Socialist Republics, and they'd say, "Oh, but aren't you so glad that you're in America?" I said, "Well, I know a lot of Russian filmmakers. They have a lot more freedom than I have. All they have to do is be careful about criticizing the government. Otherwise, they can do anything they want." And so what do you have to do? You have to adhere to a very narrow line of commercialism. C'est assez triste, mais jamais le cinéma d'animation n'a pu avoir les conditions idéales pour atteindre son plein potentiel. On va revenir sur Munchausen 2 minutes. Si la version socialiste de Munchausen doit faire taire l'imaginaire pour adopter une vision uniformisée d'un monde réel morne et sans joie, la version réalisée sous le capitalisme, celle de Terry Gilliam, raconte comment les imaginaires sont empêchés et réformés pour correspondre aux envies du notable, qui décide ou non si la troupe de théâtre doit jouer les aventures du baron. Ironiquement, les deux films racontent les angoisses des conteurs dans les deux systèmes, en faisant exactement ce qui est supposé être le plus interdit. Pour l'un, une comédie absurde qui brise la frontière avec le réel, et donne complètement raison à son héros paria face à l'autorité. Pour l'autre, une production tellement épique et abusée, avec un cast all-star et des effets spéciaux énormes. Un pactole astronomique pour un réalisateur qui, malgré sa renommée, enchaîne les gouffres commerciaux sans retour sur investissement. Bien que Yulopikov souligne la pauvreté de l'animation socialiste et ses limites comparées à l'Occident, lui aussi prend en compte les limites de nos propres productions, où on peut se retrouver avec des cas comme Coyote vs Acme, où un PDG avare peut prendre le film en otage après sa finalisation et menace carrément de le détruire pour pas payer leurs impôts. L'autre problème de la dialectique ésopienne, c'est que notre point de vue occidentalisé nous pousse à percevoir un discours là où il n'est peut-être pas.
simplement parce qu'il met en valeur notre propre camp géopolitique. Cette manie de ne parler que des films bannis chez eux, sans trop parler des films pas bannis, ou ceux bannis chez nous pour les mêmes raisons, comme la bataille d'Alger qui a été interdite en France, et pas n'importe laquelle, la France du général de Gaulle. Dans un système comme dans l'autre, les limites de l'expression de l'imaginaire, c'est toujours une histoire de manque de moyens et de manque de paroles. Du coup, pourquoi ça ressemble à ça? Eh bien, parce qu'ils ont pu le faire. Avant de conclure, vu qu'on a fait le point sur l'animation d'Europe de l'Est, je peux vous recommander quelques films et courts-métrages comme j'ai l'habitude de le faire, mais un peu plus en deux spi. Yana Vitesse et Feal Lofia. Je vous les ai déjà recommandés, mais c'est vraiment deux des plus grands chefs-d'œuvre qui m'a été donné de voir dans l'animation. C'est des récits de la poésie épique avec une pure esthétique de rock-prog psychédélique. La bataille de Kerzenet. Je l'ai évoqué tout à l'heure, mais c'est un bijou de Norstein. C'est pas celui qui est le plus souvent recommandé, mais pour faire suite à Madoka, c'est idéal. Bubble Bath, un autre film d'animation hongrois, une comédie musicale à l'animation la plus libre que j'ai jamais vue. J'ai sorti une vidéo sur le sujet la semaine dernière, je vous renvoie dessus. Shooting Range, un style pop art, une bande son jazz à la Coltrane pour un jeu de mort à la Kaiji, ou un méchant capitaliste paie des gens pour devenir des cibles humaines. Pour ce qui est des contes traditionnels, je vous conseille le Casse-Noisette de 73 et la Reine des Neiges de 57. C'est ce que vous pouvez imaginer de plus commun et grand public, voire Disney-like en Union soviétique. Le Sage Goujon, un court-métrage en cut-out proche d'Inukuri sur une fable d'un poisson qui se réfugie dans sa tanière par peur d'être dévoré à l'extérieur. Chebulashka, regardez comme il est mignon. Le mystère de la troisième planète. Film d'aventure SF pulp tout chatoyant de couleur pop pour encourager les bambins à devenir cosmonautes. Je vous conseille surtout pour la soundtrack avec ses synthés de l'espace. Grissard, un film expressionniste horrifique tchèque en stop motion où passent les rats et la mort. En termes d'espace miniature déstabilisant, on fait difficilement mieux. Et peut-être reviendrons-nous dessus pour une prochaine fois. Et enfin, La planète sauvage. Et oui, ça compte, même si le projet est français, dans la pratique il a été réalisé en Tchécoslovaquie, chef-d'œuvre de l'animation française sur une humanité réduite en esclavage par une race extraterrestre géante. Un David et Goliath SF révolutionnaire. Mais revenons à nos moutons. Qu'est-ce que tout ça signifie pour Gekidan Inukuri et Madoka? Retrouvons-nous ce qui caractérise l'animation d'Europe de l'Est. Dans la forme, il n'y a pas photo. Les techniques sont similaires et tentent d'évoquer la même impression d'émerveillement, de contes de fées et de cauchemars. Gekidan Inukuri use des collages photos, du papier découpé, de la stop motion, des leitmotifs, de la rotoscopie et même de la typographie pour faire un pot pourri de ce qu'on retrouve dans l'animation d'Europe de l'Est. Mais qu'en est-il du fond? Peut-on dire que Madoka Magica adopte un langage ésopien? Oui et non. Non si on se base sur les conditions de travail du studio Shaft et l'anomalie que représente la production Magica Quartet. Un groupe d'artistes qui, même sous le capitalisme le plus effréné, et a pour habitude de surmener des animateurs à la chaîne, peuvent se permettre de travailler 10 ans sur un film avec relativement peu de cahiers des charges. Oui bon, ça va inclure de nouveaux designs pour vendre des figurines, et le succès de la série leur a accordé certains privilèges, mais ça reste un cas exceptionnel. Une expression empruntée au socialisme dans un contexte capitaliste favorable. Intradiégétiquement par contre, Madoka Magica est criblé de discours cryptiques. Que ce soit dans les apparitions de sorcières, ou les runes mystiques qui apparaissent de temps à autre, l'animé reprend des contes et est pour sûr allégorique. Mais est-ce ésopien? Qui est le censeur? Est-ce QB? Non, QB ne réprime pas l'information, il l'omet. Pire, il induit en erreur. Il est l'inverse du censeur socialiste, il est le bourgeois capitaliste. Il exploite les filles à travers un contrat qui pousse au désespoir. Comme le disent les cocos, il jette la responsabilité individuelle sur ceux qui signent son contrat, alors qu'il a une parfaite connaissance de son système et une conscience de classe aiguisée. Ironiquement, le censeur c'est soit Omura ou Madoka elle-même. À la fin de la série, Madoka devient une Puella Magi, dont le vœu est de faire disparaître les sorcières. Elle crée alors un monde alternatif où les malédictions des sorcières n'existent plus, incarnant en elle une nouvelle loi quantique de l'univers, la loi des cercles. Bref, elle a censuré les sorcières. Mais ce vœu est incompatible avec celui de Mura, qui tombe dans le désespoir si elle ne peut pas protéger Madoka. Dans un retournement inattendu de rébellion, Omura devient une sorcière puis avale l'univers tout entier dans son labyrinthe, faisant oublier à Madoka qu'elle est une déesse, censurant à son tour la loi des cercles que Madoka personnifie. Les labyrinthes sont techniquement des mondes modulés et dictés par les sorcières. Manifestation de leur désespoir, leur pensée pure prend forme,
et envahit le monde des vivants. Un labyrinthe dans Madoka, c'est une perception du monde, une image surréaliste des personnages, comme avec le motif des violons pour la forme sorcière de Sayaka. Et l'affrontement Madoka-Omura, ce sont deux mondes de pensée idéales où chacune essaye de museler l'autre pour son bien. Et c'est dans ces espaces altérés dictés par les émotions des sorcières que Gekidan Inukuri partent complètement en sucette. Depuis Rebellion, nous sommes enfermés dans le labyrinthe d'Omura. Et la franchise assume ces aspects de contes de fées qui deviennent de plus en plus surréalistes. Je n'ai aucune idée de ce que nous réserve Madoka 4. Et vu que l'affrontement entre Madoka et Omura semble en être le point central, j'ai plus que hâte de voir jusqu'où les labyrinthes de Gekidan Inukuri vont nous emporter. Après, j'extrapole sûrement, hein. Même si la forme est là, ça ne révèle pas d'une réelle intentionnalité politique. Si ça se trouve, ils ont juste fait artsy pour être stylés sans se poser plus de questions derrière. À moins que... le contrat, Kyubey, rébellion, révolution, Lénine, bolchevique, deuxième guerre mondiale, Staline, Oula, Michelko, Erba, iPhone, Venezuela, 8 milliards de morts. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que le bilan était globalement positif, mais ce travail n'est possible qu'à la participation collective de vous tous, très chers camarades, abonnés et donateurs sur Tipeee. Il nous fait fait Arnaud le Mystérieux, Fake, Souleva, Mewen, Ladyboy Carty, Lord Onyx, Leji, HKPK, Lily, Kozen, Koya, Artak, Surreal, Moldy the Dry, Keikoku la Luciole, Nightmare, Scryed, Tennessee, Raymond le Squeletton, Solid Red Fox, Elgazdar, Ashton, Bolognese, gros fan de Nekoark, Chaiful, Épée Mixi, Sirion, Akhenatonte, Calistia, Aitsutsu et Nilox. Si vous souhaitez aider la chaîne, n'hésitez pas à participer, même à hauteur d'1€. Un like, un abonnement, un commentaire pour le référencement. Groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. Je vais prendre un peu plus mon temps pour ce qu'il y a à suivre, mais je ne compte pas m'arrêter en si bonne route. On se dit à très bientôt, et n'oubliez pas, que disparaissent ou non les vautours, le soleil brillera toujours. Le téléphone. Alors, c'est ça alors. Ça alors.